Traditionnellement, l'éducation physique reposait sur la conception d'un corps biomécanique. Alors ça c'est clair, je ne vais pas insister, c'est bien connu, mais moi en sortant de l'ENSEP, qui était pourtant, comme on disait à l'époque, la Mecque de l'éducation physique, on avait une formation hyper technique. Nous sommes sortis avec mes camarades de promotion hyper techniciens. Et la plupart d'entre nous avons été soit, bien sûr, professeurs d'éducation physique, mais très souvent responsables d'un club, de handball, d'athlétisme, etc. Nous étions des techniciens. Alors, il se trouve que moi, j'ai été nommé à l'école normale, et donc j'étais responsable aussi de la formation des normaliens en éducation physique, et que je participais à de très nombreuses colonies de vacances. Et ce fait m'a conduit à observer des enfants constamment. J'étais 24 heures avec eux en colonie de vacances. Nous étions en jeu, ensemble, nous étions en randonnée ensemble, au repas ensemble, sous les tentes, dans les fleurs ensemble. Bref, nous avions une possibilité extraordinaire de voir la vie de l'enfant pendant 50 jours de suite. Nous étions sur des centres de vacances de 50 jours. Ce qui fait que je me suis aperçu qu'en observant ce qui se passait, que ça n'avait pas grand-chose à voir avec mes fiches que j'avais soigneusement répertoriées de l'INSEP. Nous avions des fiches très précises sur les techniques sportives, mais à quoi bon ma fiche de dos crawlé quand j'avais des enfants en pleine mer pour leur apprendre à nager, et pareil en athlétisme, en jeu, etc. Ce qui fait que je me suis rendu compte que l'éducation physique ne correspondait pas du tout aux objectifs qu'elle se fixait. Et depuis, ça n'a fait qu'empirer. Je pense que l'éducation physique est en crise depuis plusieurs décennies et qu'elle a du mal à sortir de cette crise, malgré la qualité des enseignants, du corps d'inspection qui souvent fait de son mieux pour régler un peu les questions. J'ai eu l'occasion de participer à ce qu'on a appelé la commission verticale, puis les groupes disciplinaires qui avaient pour charge de favoriser les décisions du ministre, donc sur l'orientation de l'éducation physique. J'ai vu comment les choses se passaient. Il y avait beaucoup de talent, beaucoup d'engagement, mais les conflits qui résultaient d'une conception dépassée de l'éducation physique dans la population et de l'intervention syndicale qui intervenait toujours pour défendre une idéologie extérieure et non pas pour défendre l'éducation physique en tant que telle, ont fait qu'on n'a pas avancé. Et aujourd'hui, malheureusement, on est toujours sur une conception purement sportive, dont je vais dire quelques mots, et qui reproduit, comme nous l'avons vu, finalement, les pratiques des Jeux Olympiques. On pourra presque dire que les instructions officielles françaises sont les instructions qui vont préparer nos élèves à devenir des athlètes de haut niveau et aux Jeux Olympiques. J'exagère à peine. Alors, me rendant compte de tout cela, je me suis dit, ça ne convient pas, je vais essayer d'acquérir des connaissances qui me permettent d'aller plus loin au-delà des techniques. Alors, je me suis inscrit à la Sorbonne, j'ai suivi tout un cursus de psychologie à fond à la Sorbonne, puis ensuite de sociologie, puis de mathématiques, de linguistique, etc. Et à chaque fois que je terminais un cursus, je m'apercevais qu'il me manquait quelque chose, parce que l'éducation physique m'apparaissait finalement comme un lieu central où tout se jouait, à la fois la mise en jeu du corps en tant qu'organisme, mais aussi la communication avec les autres, mais aussi l'intelligence, mais aussi le langage. Bref, l'éducation motrice devenait le centre de l'enfant, de son épanouissement, de ses interventions psychologiques et sociales. Alors, en deux mots, je me suis rendu compte que l'éducation physique faisait intervenir toute la personnalité de l'enfant, et pas uniquement l'aspect sur lequel j'avais beaucoup travaillé à l'ENSEP, c'est-à-dire sur les techniques et sur la performance. Alors, on s'aperçoit que en sollicitant la pratique motrice, on joue sur la dimension corporelle, bioénergétique, organique, c'est banal, ça on le sait, le cœur est un muscle, se développe comme le muscle, bon, tout ça est bien connu, grâce aux médecins. Mais il y a aussi une dimension affective. Moi, je me suis rendu compte que pour apprendre à nager, je n'avais pas besoin de l'enseignement que j'avais reçu à l'INSEP. Il fallait avant tout que l'enfant ait confiance. Et il avait confiance si je m'y prenais bien. Au départ j'étais très technicien, très formel sur la position des jambes et des bras. C'était nul, quoi.
je me suis rendu compte qu'il fallait mettre l'enfant en confiance, qu'il prenne plaisir à être dans l'eau, et que petit à petit, il apprivoise le milieu aquatique. C'était tout à fait autre chose. Donc il y avait une dimension affective que je retrouvais dans le ski, il fallait vaincre l'appréhension, la peur, que je retrouvais en canoë-kayak, etc. Donc dimension organique, dimension affective, dimension cognitive. À l'époque, on en était encore au temps où on montrait du doigt le premier en gymnastique qui, normalement, était le plus nul au point de vue intellectuel. C'était la tradition. Hein. Le bon en gymnastique était vraiment nul au point de vue intellectuel. Il y avait cette séparation, et je me suis rendu compte que pas du tout. Nos athlètes de haut niveau, par exemple, étaient très intelligents, et je pouvais comparer mes étudiants de l'ENSEP avec les étudiants de la Sorbonne, puisque j'enseignais dans les deux. Je me suis aperçu que les étudiants de l'ENSEP, les champions olympiques, hein, puisqu'il y en a eu parmi eux, étaient aussi brillants au point de vue psychologie, sociologie et mathématiques que mes étudiants de la Sorbonne. Il y a une dimension donc cognitive dans l'activité physique qui est passée sous silence et qui est importante. Il faut apprécier des distances, des vitesses, il faut prendre de l'information, il faut anticiper, prendre des décisions, estimer des probabilités d'occurrence. Bref, la dimension cognitive est présente. Alors, dimension organique, avons-nous vu, dimension affective, dimension cognitive, dimension relationnelle. Dans beaucoup d'activités, agir, c'est communiquer. C'est-à-dire que l'éducation physique fait appel très souvent à la communication, à l'interaction motrice. Alors, on interagit par le corps, on communique par le corps de différentes façons, au football, au rugby, au judo, etc. Mais il y a une intervention de la dimension relationnelle. J'ajouterais la dimension expressive. Alors, habituellement, on était confiné un petit peu dans la gymnastique féminine, et c'est vrai qu'elle est importante, mais il n'y a aucune raison de priver les garçons de cette possibilité. Et on a un peu le sentiment que cette dimension esthétique et expressive qu'on retrouve dans l'expression corporelle, par exemple, est un peu évacuée. Elle est un peu subversive, il faut le dire. Elle n'est pas hyper technique, elle donne lieu à des significations qui peuvent être perturbantes. Bref, un peu laissé. Donc, je me suis rendu compte, et voilà à quoi j'ai abouti, que l'éducation physique était une sollicitation de toute la personnalité de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Et c'est cela qui a tout déclenché et qui débouche sur ce que j'ai en quelques mots essayé de développer, de montrer. Notre travail a consisté à essayer de montrer comment cette pertinence, cette spécificité motrice débouchait sur la notion de conduite motrice qui représentait l'ensemble de la personnalité. Nous ne parlons pas de corps en tant qu'objet de l'éducation physique, ni de mouvement. Nous parlons de conduite. La conduite, c'est-à-dire le comportement tel qu'on le perçoit, tel qu'on peut le filmer, mais ce comportement associé aux significations qu'il promeut, aux aspects affectifs, relationnels, etc. L'être qui agit, réfléchit, éprouve des remords, des rejets, au contraire, des espoirs. Ce n'est pas une machine, c'est un être qui vit avec ses données inconscientes, ses données affectives, ses données relationnelles. Bref, c'est cela l'éducation physique. Autrement dit, nous pouvons définir l'éducation physique de façon simple, c'est en 5 mots, c'est une pédagogie des conduites motrices. Alors ensuite, on développe la notion de pédagogie, mais ça, c'est pas une invention, et la notion de conduite motrice qui va finalement représenter tout ce que je viens de rapidement évoquer, les aspects affectifs, relationnels, communicationnels, etc., sous l'angle, finalement, de cette pertinence. Et jusqu'à nos jours, à ma connaissance, personne n'a abordé le problème sous cet angle-là, la pertinence de l'éducation physique sous l'angle de l'action motrice. Alors, on peut prendre Hébert, avec les remarquables travaux d'Hébert, de Lebouge, etc., de Pierre Seurat, des travaux souvent remarquables, mais qui prenaient toujours les aspects extérieurs. Celui qui est peut-être le plus abouti, Lebouge, était soumis au point de vue anatomique, physiologique. Il a fait un très beau travail, mais il n'a pas franchi le pas. Il a été le dernier représentant d'une belle lignée de professeurs d'éducation physique qui ont développé des théories, mais qui restaient extérieures à la conduite motrice, finalement. Alors, nous disons, l'éducation physique a un objet propre, la motricité, la conduite motrice, et alors ça nous a permis
de suggérer une nouvelle discipline scientifique, la praxéologie motrice. Le mot est construit de façon très simple, praxie, l'action, hein, praxéologie, science de l'action motrice, sur laquelle nous travaillons, et qui devient, si vous voulez, une discipline qui analyse toutes les pratiques motrices, aussi bien le judo que l'escrime, que le football, que les agrès, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Et quels sont les effets? Parce que moi j'ai toujours entendu dire, surtout quand j'étais à l'ENSEP, que le sport développait la santé, l'intelligence, enfin pas l'intelligence, c'est pas, la santé, les valeurs du sport, le dépassement, etc. Mais quand je regarde autour de moi, je m'aperçois que le sport développe les chicailleries, le dopage, la malhonnêteté, les bagarres après les matchs, les footballeurs de très haut niveau qui pleurent à la fin de la finale parce qu'ils ont perdu. Je me dis, mais alors, quel rapport avec les valeurs du sport, avec tout ce que l'on dit? Et est-ce que nous, en tant que profs, on doit inciter nos élèves à vivre ces situations stressantes où ils se chamaillent, où ils trichent, etc. Voilà. Alors, vous voyez, ça a l'air un peu dur, mais c'est malheureusement la réalité. Ce qui fait qu'il y a une différence et une opposition entre le sport et l'éducation physique. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, disons, la question que nous nous posons, c'est peut-on définir le sport de façon précise, opérationnelle? Plutôt que d'aller chercher des théories anciennes sur le sport, c'est une chevalerie, c'est une religion, que sais-je encore, toutes les définitions qui se sont succédées depuis un siècle et qui sont des points de vue honorables, mais qui sont des idéologies, quoi, des images littéraires. Peut-on définir le sport comme on le fait pour les autres activités, en sociologie, en psychologie, etc. Nous pensons que répondre par l'affirmative, et alors là aussi je vais très vite, hein, vous ne voudrez pas que j'aille directement sur les faits, nous pensons qu'il y a 4 facteurs qui définissent le sport. 4 facteurs dont la présence est nécessaire et suffisante. Nécessaire, c'est-à-dire si un de ces facteurs n'est pas là, il n'y a pas de sport, mais il suffit que ces 4 facteurs soient là pour que ce soit un sport. Alors, premier facteur, la pertinence motrice. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir sport que s'il y a mise en jeu de la conduite motrice en tant que telle. Alors, par exemple, la Fédération des échecs demande son insertion aux Jeux Olympiques. Et il y a beaucoup de personnes qui seraient, semble-t-il, d'accord. Bon, c'est une profonde erreur, car le jeu d'échecs n'est pas une situation motrice. Alors, les étudiants toujours astucieux me disent, mais monsieur, lorsqu'on joue aux échecs, on prend une pièce, on la déplace d'une case à l'autre, c'est bien de la motricité. Je dis, oui, vous avez raison, c'est de la motricité, mais ce n'est pas de la motricité pertinente. C'est-à-dire la pertinence du jeu d'échecs, ce n'est pas le déplacement moteur. À la limite, vous pouvez trembloter, vous tromper, etc. Ce qui compte, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est l'aspect formel, combinatoire des pièces, du roi, du fou, du pion, en fonction des règles du jeu. C'est un jeu purement combinatoire et symbolique. La motricité n'intervient pas en tant que telle. Donc, parler du jeu d'échecs comme un sport, c'est une métaphore. C'est-à-dire qu'on garde les 3 autres aspects dont je vais parler, mais on oublie celui-ci. Deuxième aspect, pour qu'il y ait sport, il faut qu'il y ait des règles. Sans règles, il n'y a pas de sport. Tiens, je veux faire un footing, alors ça m'amuse beaucoup, ça peut être d'ailleurs très énergique, hein, on fait un footing d'1 heure, 2 heures, ça peut être même plus dépensant qu'une course sur un 400 mètres, mais c'est pas un sport car il n'y a pas de règles, je fais ça pour mon plaisir. C'est excellent, mais c'est pas un sport, il n'y a pas de règles. Ensuite, il faut qu'il y ait une compétition. S'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de sport. Alors, le cas du footing, bon, il n'y a pas de compétition, pas de sport. Je prends mon kayak et je veux descendre un rapide, ce qui est très dangereux. C'est très risqué, c'est formidable. Je m'y lance, mais ce n'est pas un sport, car il n'y a pas de compétition. Je le fais pour moi-même. Et bien sûr, il y a une mise en jeu motrice, hein, c'est sûr. Je peux même me donner des règles personnelles, mais il n'y a pas de règles collectives. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un sport. Si, en revanche, je m'inscris dans une compétition d'un slalom de kayak, là, ça devient un sport. Alors, donc, nous avons retenu pertinence motrice, règles, compétition. Alors, ces 3 critères, finalement, je vois bien avec mes étudiants, c'est assez bien compris. Le 4e a posé beaucoup de problèmes, surtout lorsqu'il y a 50 ans,
je présentais cela, c'est l'institutionnalisation. Alors on me disait, mais c'est compliqué, c'est un mot, vous êtes un intellectuel, mais tous vous dites démocratisation, industrialisation, institutionnalisation, c'est le fait qu'une institution le prenne en compte, le règlement, etc. Alors, il faut que la réglementation soit internationale, mondiale, aujourd'hui planétaire, le sport est planétaire. Donc, vous voyez, 4 critères. Pertinence motrice, règles, compétition, institutionnalisation. Quand ces 4 critères sont présents, il s'agit d'un sport. Il suffit qu'un seul critère manque pour que ce ne soit plus un sport. Alors ceci choque beaucoup, parce que nous tous, et moi comme tout le monde, je suis habitué à employer le terme sport avec mon voisin de palier. Je lui dis, ah, vous avez fait votre sport aujourd'hui, parce qu'il est parti faire un petit footing. Et puis mon épouse dit, ah, j'ai fait mon sport aujourd'hui, parce qu'elle a monté les 4 étages 4 à 4. Bon, on a l'habitude de parler du sport comme ça, mais non. De même, maintenant, quand on parle d'informatique, on ne dit plus n'importe quoi, on emploie des mots précis pour un geste, pour une liaison précise, il y a des mots pour cela. Et ben, c'est pareil pour les activités physiques. Le sport, c'est une activité bien précise. Et pour qui fréquente le sport, le sport, qui est forcément de haut niveau, sinon c'est plus du sport, c'est l'activité physique réglementée, mais c'est plus le sport au sens fort. Eh bien, ça devient, si vous voulez, aujourd'hui, une activité qui se cristallise, le sport, encore plus qu'avant sur les 4 critères dont je viens de parler. Donc, si vous voulez, la conséquence pour nous est énorme, parce qu'à côté du sport, il y a le non-sport. Et le non-sport, c'est tout l'ensemble des conduites motrices qui ne rentrent pas dans le cadre dont je viens de parler, c'est-à-dire les exercices, et tous les jeux traditionnels, tout ce que l'on fait comme activité didactique, qui ne sont pas des sports, et tout cela qui meuble énormément de situations d'éducation physique, ce n'est pas du sport, et pourtant c'est très intéressant. Alors, la conclusion rapide que je viens de dire, c'est que le sport engage une définition de la réussite très différente de la définition engagée par l'éducation physique. En éducation physique, avec des enfants qui sont obèses ou qui sont en situation de handicap, mes critères de réussite ne vont rien avoir avec les critères du sport. Ça va être tout à fait autre chose. Et même, je dirais, avec les enfants dont je me suis occupé pendant des dizaines d'années en centre de vacances, par exemple, où je leur apprenais la nage, la nage sous-marine, les activités de pleine nature, mes critères de réussite n'avaient que peu à voir avec les critères sportifs qui étaient ceux qui régnaient avec mes étudiants de l'INSEP. Donc, vous voyez, c'est pas une question uniquement de vocabulaire. Le vocabulaire permet de toucher le problème et, à mon avis, de le démarquer, mais ça va bien au-delà des problèmes des mots. Et je pense que nous aurons du mal à bien faire passer cela dans la population. Déjà, on a du mal auprès de mes collègues professeurs d'éducation physique parce qu'on a tous été formés sur la technique, parce que c'est ça qui est brillant. Et quand on est prof, on aime. Moi, j'aimais bien que mes athlètes soient brillants. Quand un de mes athlètes a été médaille d'or aux Jeux Olympiques, j'étais très content. Hein. C'est formidable. Hein. On était toute l'équipe. Hein. C'était pas l'athlète d'un prof, c'est toute une équipe. Mais si vous voulez, on apprécie ça lorsqu'on anime, on entraîne l'équipe de football ou de volley et qu'elle gagne. On est content. Et on a besoin, nous, professeurs d'éducation physique, entraîneurs, d'avoir de temps en temps ce type de succès. Mais en éducation physique, c'est tout à fait autre chose. La réussite, c'est l'enfant qui arrive à s'épanouir, même si, par exemple, où c'est très spectaculaire, c'est en natation, en nage, et en nage sous-marine, où l'enfant arrive à maîtriser l'apnée, qui est tout à fait accessible. Hein. C'est pas une activité démente de super champion, c'est l'activité de tout un chacun. Il arrive à maîtriser son apnée, à rester 5, 10, 15 secondes sous l'eau, à explorer 1 ou 2 mètres l'environnement merveilleux sous-marin. Il sort, il est ébloui, magnifique, il écrit des textes, des poèmes. On a transformé, par l'activité physique, banale, je dirais, tout l'univers de l'enfant. Alors, mais il faut bien comprendre que pour nous, ce que je dis là n'est pas du tout contre le sport. Le sport, en tant qu'activité, est un sous-ensemble des activités physiques et sportives. Un sous-ensemble bien particulier,
privilégié dans notre culture. Beaucoup d'argent va dans ce domaine, bien sûr, mais le danger, c'est que ce sous-ensemble accapare les crédits et oriente la formation. C'est-à-dire que la formation, maintenant, des enseignants, des inspecteurs, qu'on le veuille ou non, on est pris, si vous voulez, dans des problèmes qui touchent aux problèmes politiques. Le sport a aujourd'hui une dimension politique. Dans tous les pays, hein, quelle que soit leur orientation, le sport devient un outil de pouvoir. C'est comme ça, c'est un fait. Et il tente si vous voulez, à aspirer aussi bien les crédits que les bonnes volontés. Ce qui fait que l'éducation physique, c'est un peu le parent pauvre. Alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que aujourd'hui, le cœur du problème est là. C'est que le sport est présenté comme le nec plus ultra de l'activité physique. Or, ce n'est qu'un sous-ensemble très prestigieux, très intéressant, mais qui parfois ne correspond pas du tout aux besoins de nos enfants, dont vous avez parlé tout à l'heure, madame, enfants de l'école maternelle jusqu'aux classes de 5e, 6e, 3e, etc. Ultérieurement. Donc, pour les professeurs d'éducation physique et les instituteurs et les éducateurs qui s'occupent de pratiques physiques, il y a là un véritable problème.